On parle de développement personnel et de croissance personnelle, et lui, il choisissait de parler de décroissance personnelle. Et au lieu de galvaniser l'ego, d'être attentif à notre activité égoïque. Il peut y avoir une injonction à la décroissance aussi, qui, avec toute la sagesse au départ qu'il peut y avoir dedans, peut devenir en fait un terme très emprisonnant. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour imposer de redéfinir chaque mot qu'on utilise? Ça finit plus. Donc, comment est-ce qu'on se présente? C'est quand il dit notre cerveau traite pas les risques, les menaces identitaires de la même façon qu'une menace de survie. C'est-à-dire qu'on a les mêmes mécanismes qui sont réveillés. Pour une fois, il rend explicite que l'ego, c'est un véhicule de manifestation qui est toujours présent. C'est ton starting position, c'est ton ego. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé dans ce que disait Serge Martin, qui m'a beaucoup touché hier. Il restituait cette perle de sagesse qui disait « Regardez les gens que vous aimez ». Se regarder voir, je vois cette espèce de processus un peu d'objectivation, d'objectification. Est-ce que c'est moi encore que je regarde si je le sors de moi? Donc, il y a cette espèce d'idée-là, puis OK, mais je vais regarder le moi qui regarde le moi, et finalement, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Alors évidemment, on peut voir de manière plus large que juste avec les yeux, mais dire est-ce que je peux faire confiance à mon expérience première, à ma connaissance directe? C'est difficile pour moi de voir un genre de value proposition qui est proposé de commencer à offrir à tout le monde de se regarder voir et de se voir regarder, quand finalement la personne n'est pas rendue là. La réflexivité pour elle, elle est juste pas dans cet espace-là. Bonjour et bienvenue sur Se Regarder Voir. Je suis Tremor Verbous, coach, facilitateur et formateur. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je reçois Emmanuel Gaillot, Jean Trudel et Christian Lapointe. Ensemble, nous partageons notre expérience de la conférence de Serge Marquis organisée par Circle for the Future, qui s'appelait « Grandir par la décroissance ». Si tu veux continuer à soutenir ce podcast et ces vidéos, n'oublie surtout pas de mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée et de t'abonner à la newsletter sur Se Regarder Voir, se-regarder-voir.com. Sans plus tarder, partons pour l'épisode. Bienvenue à tous les trois sur Se Regarder Voir. Christian Lapointe, Jean Trudel et Emmanuel Gaillot. Avant qu'on aille dans les présentations et tout ce qui va avec, je suis vraiment curieux de savoir dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous arrivez. Aujourd'hui, on est le 23, si je me trompe pas, oui, c'est ça, le 23 octobre, et il est 14h heure française quand on enregistre ça. Ça a son importance pour Jean qui se connecte depuis l'autre côté de l'Atlantique. Lequel de vous veut se lancer pour son check-in? Je peux y aller. Dire que ça va un peu mieux que ce matin. Je sais pas, j'ai dû attraper un coup de chaud hier. Il y avait un beau soleil, j'étais dehors et puis finalement, je sais pas, j'ai dû prendre un coup de chaud, voilà. Et je me suis réveillé ce matin avec le sentiment que tout n'est pas à sa place. Et là, j'ai refait une sieste et ça va beaucoup mieux. Voilà, je suis très très heureux d'être avec vous trois. Un peu intimidé par le fait qu'on est enregistré, mais bon, on va voir ce que ça fait. C'est moi. J'arrive avec une énergie un peu mixte à la fois je me sens posé, j'ai fait une petite méditation, j'ai fait aussi une petite sieste, quelque chose qui est là. Et en même temps, j'ai une petite excitation ça fait déjà une semaine qu'on avait parlé même plus, qu'on avait parlé d'avoir cette discussion et je sais pas, je dois avoir un build-up de je m'attends à ce que ça soit génial et du coup, il y a cette anticipation de est-ce que ça va se passer comme je le voulais ou pas et du coup, j'essaie d'être présent à ça, à mes envies et à dire tiens, je vais essayer juste d'être au lieu d'essayer que ça soit bien. C'est le petit espace mix dans lequel je suis, mais ouais, content. Moi, j'arrive, le fait le plus marquant, c'est qu'il fait 2 Celsius ici au Canada ce matin. Donc, et hier, j'ai demandé à un copain s'il voulait jouer au tennis.
et il m'a demandé si j'étais fou. Et j'ai réfléchi, hein, j'ai réfléchi sur me regarder voir comment je réalisais à ton insulte, comme ça, et j'ai répondu oui. Avais-tu joué quand même? Je sais pas, il a pas répondu à ma réponse, si tu veux. Donc, je me présente aujourd'hui heureux parce qu'il fait en plus soleil et il y a plu, c'était un temps de canard ici pendant presque 4 jours. Donc, ce matin, je me lève, puis il y a un beau soleil, puis je le fais ici. J'ai l'impression que le temps dont tu parles est arrivé chez nous. Parce que là, il pleut pas actuellement et j'espère qu'il pleuvra pas trop parce que j'ai un Velux au-dessus de la tête. Alors le bruit des gouttes d'eau sur le Velux est assez gênant pour les, euh, les vidéos. Mais sinon, moi, je vais plutôt bien. Je suis en vacances cette semaine ou en tout cas en vacances de mes activités chez mes clients. Et, et je te rejoins, Christian, sur l'excitation. J'avais hâte de, de vous retrouver. Nos conversations sont toujours riches et donc j'ai toujours hâte de retrouver ces moments-là. Et puis là, il y a un point de départ que je situerai tout à l'heure et je suis vraiment curieux de voir où est-ce que ça va nous amener. Sinon, je vais plutôt bien. Je soigne beaucoup mon sommeil en ce moment et je retrouve une énergie qui m'avait un peu quitté avec un mois de septembre très chargé. Donc, je suis très content de ça. Moi, je vous connais, mais les gens les personnes qui vont nous écouter ne vous connaissent peut-être pas. Alors, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez partager, chacun de vous, répondre à la question, mais qui êtes-vous ou qui suis-je? On a tous des vies bien avancées, donc bon, je vous invite à essayer de garder ça pas trop long quand même. Lancé. Christian, je suis un Québécois à Paris. Euh, C'est déjà, c'est déjà deux identités je dirais pas qui s'opposent, mais qui sont souvent présentes euh, chez moi. Je suis, j'ai présentement, je suis beaucoup dans essayer de comprendre justement qui je suis. Donc ça fait partie de cette activité quotidienne j'aime bien transmettre. Donc je me définis comme quelqu'un qui aime les modèles, les choses à partager, créer des espaces où les gens peuvent échanger puis essayer de se regarder voir. Je te vole le terme, c'est pas celui que j'utilise habituellement, mais c'est ça, donc des espaces d'échange pour se connaître un peu mieux, pour grandir. Donc c'est un petit peu ce qui m'anime ces temps-ci. Et j'ai plusieurs projets d'activités thérapeutiques ou de développement relationnel et aussi la création avec Manu, entre autres, d'une ferme en Auvergne où on crée un lieu de transmission et pour les gens puissent venir vivre et transmettre. Voilà. C'est des projets qui m'animent. Sinon, ben, je vous laisse en dire plus sur vous-même, mais je pense que c'est ce que j'ai envie de partager pour l'instant. Merci, Christian. Lequel de vous deux veut prendre la balle au rebond? Vas-y, Manu. Je suis allé. Donc Emmanuel, Manu. Qui suis-je? Moi, je suis Manu. Je suis probablement plus que Manu. Je sais que j'aime beaucoup faire des choses. Ça veut pas dire que j'aime pas être, mais j'aime fabriquer des logiciels, j'aime fabriquer de la bière, j'aime écrire. J'ai une
belle attirance, fascination, gratitude autour des processus concis à imaginer quelque chose, puis à faire quelque chose qui est à l'image de cette imagination. Puis d'un seul coup, c'est plus ici, c'est là, c'est visible. Puis je peux dire à quelqu'un, regarde, c'est ça que j'imaginais. Il y a quelque chose que je trouve vraiment très très beau là-dedans. J'appellerais dans un acte de création. Et donc je me retrouve à faire ça à pas mal d'endroits. Depuis quelques années, par le hasard des choses ou pas, ou pour avoir fini par dire oui sans trop savoir pourquoi certaines invitations plus qu'à d'autres. Je suis aussi beaucoup dans des questions d'accompagnement, de processus d'accompagnement, de pratique de la thérapie. Et voilà, il y a aussi quelque chose que je trouve très beau là-dedans, dans le développement. Là aussi, ça peut être le même processus que faire grandir un jardin, mais c'est se développer soi, c'est développer les autres et voir aussi, aider les autres à se développer. Bon, je les développe pas vraiment. Mais accompagner des processus de développement, c'est quelque chose que je trouve très très beau aussi. Euh, et, euh, et c'est aussi des choses que je suis et fais. Et je pourrais donner plein d'anecdotes, mais ça n'a pas plus de valeur que ça. Je dirais que je trempe dans le milieu du développement logiciel et du développement personnel, euh, que, que j'apprends à rénover des bâtiments, des choses que j'avais jamais faites, et que j'aime beaucoup créer des choses avec mes doigts. Merci. Jean, qui es-tu? On dirait que je suis toujours quelque chose de différent, ça c'est sûr. Mais dernièrement, avec ma copine, j'ai une sensibilité accrue de pas savoir et de penser que je sais qu'est-ce que l'autre vit. Donc, on en a parlé une autre discussion cette semaine ou la semaine dernière qui était reliée à l'empathie et l'illusion qu'on peut se mettre dans les bottines de l'autre. Et on dirait que depuis 1 an, c'est quelque chose qui est continuellement présent. Surtout parce que ma copine, elle est très rapide à m'offrir la possibilité que je m'imagine des choses quand j'essaie de la décrire. Et elle fait ça gentiment, bien sûr, puis j'essaie de pas faire de transgression, mais on dirait que je suis devenu beaucoup plus sensible à vraiment pas savoir, mais pas du tout, et que je projette énormément en pensant que qu'est-ce que je projette, c'est une forme de réalité, c'est la mienne, j'imagine. Et je pense que ça se lie sur le thème de se regarder voir et se voir regarder, hein. Et c'est d'essayer de maintenir le flow en ayant ces jugements-là, en ayant cette impression-là que je suis empathique avec la personne, de réaliser que potentiellement, c'est pas le cas du tout et que ça génère quelque chose pour le contexte, hein, et donc l'autre le fait à moi aussi, hein. Et c'est surprenant finalement qu'est-ce qui émerge de cette dynamique, si tu veux. Donc, je dis ça parce que j'ai comme l'impression que j'étais sensible à ça très jeune, hein. J'ai comme j'avais une réalisation que j'imposais beaucoup de choses et que je m'imaginais beaucoup de choses et je me demandais si c'était vrai. Mais pour être dans le flow, je pense que j'ai choisi de l'ignorer le plus possible afin d'être en mesure de fonctionner, je pense. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai une conscience accrue de cette dynamique-là. Merci. Le podcast s'appelle Se regarder voir. Et vous avez différents moments évoqué, soit directement, soit indirectement, des choses qui, pour moi, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai nommé comme ça, consistent justement à se regarder voir. Mais je suis curieux avant qu'on attaque plus en profondeur sur le sujet qui nous a amené là aujourd'hui, sur le point de départ qui nous a amené là aujourd'hui, je suis curieux de ce que
ça veut dire pour vous cette expression, se regarder voir? Est-ce que l'un de vous se lancer dans sa propre interprétation de ces trois mots mis ensemble? J'évoquais ça, ça se trouve, c'était juste ce matin, avec Christian. Un mot qui est pas dans se regarder voir, c'est observer, observation, l'attention. Et je crois que c'est quelque chose qui peut revenir par rapport à la suite du sujet qu'on aura ensemble. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans l'idée de dire, tiens, je vais arrêter d'imaginer à l'avance ce qui est comme c'est, et je vais vraiment regarder. Je vais regarder, je vais observer, et je vais revenir à cette démarche scientifique, empirique, d'observation, de dire, ce que je le sais parce que je l'ai vu. Alors évidemment, on peut voir de manière plus large que juste avec les yeux, mais dire, est-ce que je peux faire confiance à mon expérience première, à ma connaissance directe de quelque chose, et pas de prendre pour acquis que, bah, par exemple, je suis X, je suis Y, je fais ci, je fais ça, je suis quelqu'un plutôt comme ci, plutôt comme ça, et dire non, mais est-ce que je peux observer réellement, concrètement, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe, quoi, ici ou devant moi ou derrière moi peut-être, et et tirer peut-être davantage de liens de connaissances, peut-être de compréhension de mécanismes aussi, euh, d'une connaissance directe. Et pour moi, ce qui est beau là-dedans, c'est que derrière ça, si je combine l'idée que tiens, il y a un mécanisme que je peux comprendre davantage, euh, des liens de cause-effet, euh, ou des forces en présence qui tiennent un équilibre, euh, si d'une part je comprends mieux ça, et d'autre part que j'ai des intuitions de comment je voudrais que ce soit, et que ça me semble une bonne idée que ce soit comme je voudrais que ce soit, mais il y a quelque chose qui devient possible en fait. Il y a, il y a des choix qui deviennent possibles, et on n'est plus dans bah, c'est comme ça parce que c'est comme ça. En fait, voilà ce qui est pour moi avec se regarder voir. Merci Manu pour cette lecture que tu as, qui me rend justement curieux de. J'étais en train, pendant que tu l'évoquais, je me disais, mais qu'est-ce que je n'arrive pas à observer ou qu'est-ce qui m'échappe dans l'observation quand Manu, oui, il y a ton arrière-plan. Alors, plus largement, ça me rendait curieux ouais, d'essayer d'écouter, et d'entendre et de vivre pleinement ce que tu étais en train de partager. Et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui disait, mais est-ce que je manque quelque chose dans ce qui est en train de se passer? Oui. Ça a généré ça pour moi, ce que tu as partagé. Merci pour ton partage. Jean ou Christian, est-ce qu'il y a un de vous se lance? Ouais, je peux bien voir prendre un tour. Ben, déjà dans se regarder voir, je vois cette espèce de processus un peu d'objectivation, là, d'objectification, de, de, de regarder quelque chose. Et du coup, est-ce que c'est moi encore que je regarde si je le sors de moi? Donc, il y a cette espèce d'idée-là, puis OK, mais je vais regarder le moi qui regarde le moi, et finalement, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Donc, il y a peut-être cette idée je peux juste observer quelque chose que je crée. Fait qu'il y a ça qui est curieux, et du coup, ben, ça me met à la fois dans une espèce de place, je dirais, d'impuissance. Je peux pas vraiment m'observer moi, le vrai moi, mais en même temps dans une place d'un peu de puissance en disant, ben tiens, si je peux m'objectifier, je peux aussi me changer, regarder, jouer avec le truc. Donc, ça me met dans un truc d'acceptation que je ne saurais jamais c'est qui vraiment moi. Et en même temps, l'espèce d'opposé à ça qui est, tiens,
je peux me regarder, je peux jouer avec tout ça, je peux changer des choses parce que je suis capable d'objectifier un petit peu, voir c'est quoi, pourquoi je pense ça, pourquoi c'est comme ça, est-ce que je pourrais penser différemment? Donc, ça me permet de créer un pas de recul. Et dans ce regarder voir, je vois vraiment ce pas de recul qui me permet de jouer avec quelle identité je prends ou qu'est-ce que je fais ou comment j'agis dans le monde. Donc, ça me parle beaucoup de ça. Je vais arrêter là. Merci. J'ai eu comme un insight que j'espérais avoir parce que j'ai ça commencer avec quelque chose de formulé que je m'étais dit, je vais commencer comme ça. Puis là, tout d'un coup, les deux, vous avez dit quelque chose qui m'a dit, ah oui, c'est vrai. On observe quelque chose. Puis à un moment donné, j'imagine que tu te poses la question, mais est-ce que j'observe ma perspective? Est-ce que j'observe mon identité, comme tu as dit? Ou est-ce que j'observe ma conception de la réalité qui est présente? Est-ce que j'observe qu'est-ce que je perçois? Et peut-être ça devient, on dirait, de plus en plus nuancé, subtil, inaccessible même. Donc, quand tu parlais d'objet, ben c'est sûr qu'on peut revenir à sujet-objet, hein. C'est que c'est toujours, du moins, même là, c'est une supposition, mais il y a un sujet qui regarde l'objet. Et donc, le champ est ouvert complètement à partir de quel niveau de nuance que tu veux observer finalement et pour quelle raison. Tu sais. Merci. Euh, je pense que ce regarder voir, pour moi, ça transparaît justement dans ce que j'écris ou que j'enregistre régulièrement depuis 1 an. Et finalement, c'est un petit peu ce côté pour moi, de entretenir de la curiosité par rapport à ce qui émerge de ma tête, qui des fois je me demande d'où ça vient. Et Christian, tu disais pourquoi je pense ça, et il y a vraiment ça en fait. Et à chaque fois, je suis pas capable de l'attraper vraiment. Et chaque nouvelle idée ramène à la curiosité. Ok, mais pourquoi cette idée-là, elle sort, d'où elle vient, comment elle se construit. Et au départ, c'était beaucoup tourné côté mental. Et plus ça va, plus ça s'élargit dans toute ma sphère de perception sensorielle, énergétique et autres. Manu disait tout à l'heure, c'est observer et pas que avec les yeux. Et ouais, c'est vraiment, ça pointe vraiment à ça pour moi. Ce que je voulais faire maintenant, c'est un petit peu peut-être remettre un peu le contexte. Moi, il y a quelques semaines, j'ai assisté à ce qui est nommé une rencontre inspirante par Circle for Future. Et dans cette rencontre était invité Serge Marquis, que moi j'ai découvert il y a longtemps de ça maintenant, avec le livre Pansouillard le hamster. Et donc Serge Marquis était l'invité, et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette rencontre et dans les partages qu'il a fait, c'était qu'il avait choisi de parler on parle de développement personnel et de croissance personnelle, et lui, il choisissait de parler de décroissance personnelle. Et au lieu de galvaniser l'ego, d'être attentif à notre activité égoïque. Et en fait, tous ces éléments-là, je me suis dit, mais ça touche aussi à des lectures que j'ai faites récemment. Alors, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis longtemps, mais les lectures récentes autour de la décroissance, telles que le bouquin de Timothée Parric, par exemple. Et je sais que c'est des conversations qu'on a régulièrement ensemble, ces aspects de décroissance, et je trouvais intéressant d'associer ces différents sujets de la décroissance, de l'activité égoïque, de se regarder voir, de ce que vous faites aussi avec tous les travaux de
la transmission que vous faites autour des travaux de Virginia Satir, Manu et Christian. Et donc voilà, c'est un petit peu le point de départ. Je vous ai invité, je ne sais pas si vous l'avez écouté, regardé le replay de cette 2 fois. Ouais, moi aussi. En fait, je l'ai réécouté ce matin pour me remettre un petit peu justement en tête certains éléments. Et c'est ça qui a provoqué mon invitation. Et j'avoue très honnêtement que j'ai aucune attente particulière que de voir qu'est-ce qui émerge quand on met ce sujet-là ensemble autour j'allais dire de la table, mais plus précisément de cet appel Zoom. Et puis à partir de là, de voir ce qui émerge. Donc qu'est-ce qui en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, ce qui m'a marqué, et ce que j'ai, enfin marqué, oui, ça m'a marqué, et ce que j'ai apprécié, c'est que tout au long de ces partages, il parlait de choses que j'apprécie, c'est-à-dire que comme le fait que l'ego c'est pas bon ou mauvais, il est là, et que ce qui était intéressant, c'était l'activité égoïque plus que de parler de l'ego. Et moi, c'est ça que j'ai retenu et qui m'a donné envie qu'on en discute. Et donc, j'ai envie d'ouvrir l'espace à partir de là et de voir ce qui émerge pour vous. Qu'est-ce que vous avez vu, retenu, vécu avec ce visionnage? Et puis, où est-ce que ça nous mène par rapport à tout ce que chacun de nous fait dans ses champs d'action respectifs? C'était un beau visionnage pour moi. Et après l'avoir vu, j'ai dit à Manu, tiens, je pense que tu pourrais regarder ça aussi. Je crois que ça nous fait des bonnes discussions. Du coup, j'ai regardé une deuxième fois et on a déjà eu des discussions sur sur, sur le, sur le contenu avant de venir ici. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans son discours, il parle de mettre la présence à l'ordre du jour et je me posais la question de, tiens, comment je fais pour mettre la présence à l'ordre du jour de cette rencontre-ci? C'était une des questions qui était présente pour moi, que j'ai hésité à mettre dans le check-in qu'on a fait tantôt. Mais peut-être qu'on pourrait aller dans cette direction-là. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il faut faire un 5 minutes de centrage et de méditation au début de la rencontre, ou ça veut dire d'autres choses que ça serait une façon, mais est-ce que ça veut dire d'autres choses que ça? Donc, il y a ça je suis resté avec cette question. Qu'est-ce que ça veut dire dans des rencontres au travail, au bureau? Des fois, j'ai des clients en entreprise et qu'est-ce que ça veut dire mettre de la présence dans les rencontres? Et bien que je dirais pas que j'ai appris des choses extrêmement nouvelles, hein, dans son discours, j'ai trouvé que Serge Marquis a une belle façon d'amener ça et j'ai trouvé qu'il incarnait ça en fait. Il y avait j'ai trouvé beaucoup d'humilité, il y a un regard qui est présent, donc juste ça c'était un moment intéressant de me laisser porter par ce qu'il disait. Voilà ma première impression que j'ai envie de partager. Et tu parlais de présence, et pour moi, j'associe beaucoup présence à silence. Et je me suis donné comme attention justement de laisser la place au silence. J'ai remarqué dans les enregistrements que j'ai fait récemment que le fait que ce soit enregistré, je laissais beaucoup moins de place au silence que d'habitude, comme s'il y avait une espèce d'injonction à remplir l'espace. Et ouais, cette présence, pour moi, elle passe aussi par le silence, par apaiser la quantité de bruit et de paroles. J'ai un exemple pour ça. Tu viens de dire quelque chose, Christian. Tu as dit me laisser porter.
Et cette expression-là a généré un moment de silence pour moi. J'avais pas réalisé avant que tu parles du silence, mais là, tout d'un coup, cette expression-là, tout d'un coup, je suis allé dans une place où je me sentais en paix. Je me posais la question, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, se laisser porter? Quelle belle expression. Je sais pas si c'est ça du silence, parce que j'étais pas vraiment silencieux, je pensais, mais il y avait une forme de calme, de paix qui était accompagnée de mon expérience avec l'expression. Une des idées qui était récurrente dans ce que j'ai entendu dans cette intervention de Serge Marquis, c'était que l'activité égoïque ou gothique est sous-tendue par la peur de disparaître, par la peur de ne plus exister. Et du coup, j'ai revu plusieurs endroits où il disait, ah bah tiens, il y a ce moment-là, là, il y a une activité égoïque, et est-ce que ça colle, et est-ce qu'il y a une dynamique derrière d'une peur de ne plus exister, et en fait, ça générait beaucoup de questions pour moi, de l'ordre de, mais à peur que quoi n'existe plus? Et j'ai trouvé en fait que juste dans cette phrase, en fait, de dire il y a une activité sous-tendue par la peur de ne plus exister, qui est très très générative en tant que telle, parce qu'elle peut être lue à plein de niveaux différents. Et il y a voilà, ouais, ça c'est un des points moi qui m'a beaucoup marqué dans ce que j'ai entendu de cette intervention. Et je sais plus si c'est une question que tu as posée directement, Trevor, mais en tout cas il y a quelque chose qui me vient là tout de suite au moment où on parle de décroissance, et ce que je vois comme le choix d'une activité, de retourner un bouton, baisser le volume quelque part. Euh, euh, il y a aussi l'idée de qui décide de ça. Qui décide qu'il serait bon de baisser le volume, euh, sur quel référentiel d'observation ou quel cadre dans lequel on se regarde voir. Et c'est peut-être quelque chose qui c'est peut-être un thème plus général sur lequel je me retrouve souvent à me débattre, qui est de dire, mais finalement, à quel moment est-ce que c'est une bonne idée que j'intervienne ou pas? Est-ce que même si en fait, comment je peux dire ça? Mettons que je m'observe et que je vois que je suis en train de développer une activité égoïque, que blablabla, ça part dans tous les sens et qu'il y a effectivement un hamster qui tourne dans la roue. Qui décide que c'est une bonne idée que ça s'arrête? Qui décide que qui en moi ou autour de moi, je serais prêt à la limite, se dit tiens c'est une bonne idée ou pas? Et peut-être que je peux faire des liens en me disant ah c'est marrant, à chaque fois que je chante sur ce hamster qui tourne dans sa roue, euh, je me rends compte qu'il y a des conséquences ensuite qui sont pas fabuleuses, dans le sens où je le sens pas bien par exemple, ou je constate que d'autres se sentent pas bien, et et que j'ai envie de faire quelque chose à ce sujet. Mais malgré tout, enfin, il y a cette idée étrange de l'impulsion à la fois à avoir quelque chose qui tourne et quelque chose qui l'arrête en même temps. Enfin, voilà. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de placer à un ordre de réalité différent le hamster qui tourne et quelqu'un qui appuierait sur la manette pour dire stop, on va tourner. J'ai pas de réponse. C'est juste une question. Et j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que j'aime, c'est que on ouvre plus de questions que on apporte de réponses en général dans nos conversations. Et je dois avouer que c'est un moment que j'apprécie
particulièrement. Qu'est-ce que ça a évoqué pour moi quand tu parlais de qui agit? Il y a aussi pour moi le côté de quand, en fait, sur quel espace-temps je regarde ça. Tu disais, est-ce que ça provoque pour moi, est-ce que ça provoque pour l'autre, mais est-ce que ça provoque pour moi dans l'instant? Donc là, maintenant, comme je disais, où j'ai ce côté de ces questions que tu poses, elles génèrent une forme d'excitation ou une espèce de mélange avec de la joie ou de retrouver des conversations, donc de formes de conversation que j'apprécie particulièrement. Puis en même temps, tu disais aussi sur les autres, mais à quelle échelle de temps, en fait? Parce que finalement, ce qui est monté là, de ce plaisir à ces questions qui s'ouvrent, c'est parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, et ça fait plusieurs années qu'on a des conversations que j'apprécie et qui génèrent ça. Dans le passé, j'étais pas forcément capable de percevoir ces choses au moment où elles se passaient. Là, je le sens tout de suite, mais à quoi c'est associé dans le passé et qu'est-ce que ça va générer dans le futur? Donc, en plus de qui, pour moi, il y a la question de quand qui, tu vois, de quand au sens le temps qui s'écoule et que j'arrive à prendre en observation et en observation de des sensations, en fait. Comment ces sensations-là ont été entraînées à se manifester. Donc, je voulais juste partager ton intervention à générer pour moi. Et la fascination avec la surprise que ce temps-là génère. Donc, tu sais, je me souviens la première fois que je t'ai rencontré, Manu, ça fait un bout de temps, ça doit faire quoi? Jusque 5 ans, pourtant. Et je me souviens d'avoir cru saisir qui était Manu. Et aujourd'hui, je peux dire que c'était pas complètement faux, mais ça s'est juste manifesté avec un nombre infini de surprises. Tu sais, et il y a l'accumulation de ces choses-là qui, peut-être qu'il y a un calme finalement. Je sais que je vais être surpris avec toi. Je sais que je vais être ébloui par quelque chose. Tu sais, surtout ton langage, la façon que tu maîtrises le langage, pour moi, ça me fascine à chaque fois. Ton français est il génère une illustration pour moi. Tu sais, c'est comme si j'ai une imagerie quand tu parles. Et donc, ouais, j'ajouterais l'élément de surprise avec le temps et qui et quoi. Et, c'est rigolo parce que dans cette vidéo-là, on parle beaucoup de l'identité, des trucs qu'on crée et des choses. Et évidemment, tu commences cette session aujourd'hui en disant qui es-tu? Et là, ça donne envie et là, j'ai résisté à la tentation d'aller dans des espèces de discussions. Ben, je ne sais pas qui je suis ou qui suis-je pourrais savoir qui je suis. Et en même temps, on a besoin. Et tu reviens à Manu disait, il disait l'ego, c'est toi Frédéric qui disait l'ego c'est pas bien ou c'est pas mal, mais je disais, parce que je ne sais pas sans ces identités que je me donne, je ne sais pas comment me présenter. Et j'ai vu que j'ai plutôt essayé de montrer ce que je faisais plutôt que de dire qui j'étais. J'ai entendu Manu aussi dire qui aimait. Voilà. Au lieu de dire qui je suis, dire ben voilà ce que j'aime faire ou ce que j'aime et ça nous amène dans une espèce d'espace que des fois j'ai envie de calmer en fait ce questionnement toujours est-ce que je suis juste en train d'être un acte égotique ou est-ce que c'est une identité? Est-ce que je parle d'une vraie place ou est-ce que je parle de je trouve ça essoufflant. Et, euh, et je sais pas trop comment, mais des fois je m'observe à vouloir faire très attention
quand je parle ou je suis en avant d'un micro, dans une classe ou dans une conférence, truc de... Et je sais pas si ça en fait un langage un peu trop léché, si ça perd de la substance, en fait, puis peut-être que ça perd de l'authenticité. Je sais pas qu'est-ce qui est là, mais il y a ça qui est présent. Là. J'ai senti ça quand tu dis qui es-tu et il a fallu que je me présente, j'ai senti toute cette pression-là ou ce dilemme-là qui était présent. Donc, ouais, je voulais juste vous partager ça. Puis ça me lève une question en fait. Est-ce que le fait que ce soit enregistré et donc potentiellement diffusé change quelque chose et influence justement cet aspect d'identité qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre. C'est ouais ça et en quoi la relation à l'autre ici à travers une vidéo, à travers le fait que c'est quelque chose qui puisse être public, en quoi cette relation elle active justement certaines identités, elle déclenche certaines peurs ou cette peur là qui est au cœur de ce qu'il appelle l'oignon là de l'ego dans la vidéo. Ouais, ça m'a évoqué cette question-là. Parce que tu parlais d'être devant du public, d'être attentif aux mots que tu dis quand tu es dans des formations, dans des conférences. Et je me demandais si c'est le même genre d'identité qui est déclenché par le fait que je t'ai dit tout à l'heure à ta surprise que je comptais enregistrer et diffuser cette conversation sur ce Regard des Voix. Donc, ouais. J'aime bien, j'aime bien. Le truc que j'ai appris, ou en tout cas qui m'a surpris dans la vidéo, c'est quand il dit notre cerveau traite pas les risques, les menaces identitaires de la même façon qu'une menace de survie. C'est-à-dire qu'on a les mêmes mécanismes qui sont réveillés. Et oui, quand tu me dis est-ce que c'est différent vu que tu sais que c'est enregistré, le mot qui me montre, c'est plus risqué. Parce que je vous connais tous les trois, donc j'ai assez confiance. Puis si je dis un truc, une connerie, c'est pas grave, ça va passer et vous allez oublier, vous allez vous souvenir de toutes les choses intelligentes que j'ai dit, mais mais quelqu'un qui a juste les premiers 5 minutes et qui attrape mon truc, voilà, il y a quelque chose dans la persistance aussi. Ça m'appartient à moi, là. Ce truc de si je dis un truc, c'est écrit, c'est enregistré, il change d'avis dans 5 ans, je peux pas aller rééditer le Smilblick pour le changer. Donc, mais ça m'appartient à moi. Ça, je sais que c'est un des trucs sur lequel moi j'ai envie de travailler, je dois travailler, c'est comment et ça m'empêche d'écrire, par exemple, ça m'empêche de produire des choses parce que je dis d'un coup, je pense plus ça dans 2 ans. Comment je fais pour aller changer ça? Et qu'est-ce qui arrive si tu changes d'idée pendant que tu le dis? Fait que le risque, il y a une notion de risque et ça me ramène à cette idée-là de tiens, c'est un risque pour mon identité et ben, je mourrai pas, c'est pas grave si je dis une connerie puis je change d'idée, mais en même temps, il y a une petite partie de moi qui meurt et je peux le sentir, là, cette 5 minutes, ce truc où c'est la même chose, une menace à la survie qu'une menace à l'identité, c'est la même chose. C'est ça. Ce qui remonte pour moi, Christian, quand tu dis ça, c'est aussi si je dérive une partie de mon identité de ce que je dis, pourrait le moi dans 2 ans, il dit mais c'est n'importe quoi, on peut se retrouver être une menace pour moi-même maintenant qu'il dit ça. Je suis mon pire ennemi. Ma pire menace. Avec cette histoire, que j'ai de changer d'avis. Mais je le comprends aussi parce que bah, on a tous les deux, puis toi tu continues à le faire, Christian, enseigner le cours de Scrum Master dans lequel on utilisait ce fameux tableau sur la complexité. J'ai oublié son nom. Kevin ou Non, l'autre justement. Non, j'ai perdu le nom.
Stacy, voilà. Stacy. Et qui continue, qui a dit quelque chose, qui quelques années après s'est rendu compte que c'était pas ça, mais c'est écrit et qui continue d'être véhiculé et revéhiculé et re-revéhiculé alors qu'il a exprimé à plusieurs reprises publiquement que c'était plus ça, il était plus en accord avec ces choses-là, et ça continue de lui être attribué. Donc c'est pas non plus après c'est comment lui vivait ou vit avec ça, c'est un truc, mais publiquement il y a des choses qui sont véhiculées qu'on peut dire maintenant et puis qui peuvent nous être ramenées encore dans 5 ans alors qu'on est nous complètement ailleurs en fait. Et de moi ce que je vois, ce que ça génère, c'est de en fait ouais, ça génère une forme de frustration ou ouais, ça peut même aller jusqu'à l'énervement. C'est-à-dire mais c'est plus ça que je pense, est-ce que vous voulez bien être curieux de ce que je pense aujourd'hui ou de qui je suis devenu, et ouais, et en même temps, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est si important pour moi que les autres me voient comme j'ai envie qu'ils me voient. Tu sais, c'est vraiment et ça contribue de cet aspect des couches d'identité dont il parle. C'est quelle identité dans ce cas-là qui est présente, et quand je parle, quand je parle pas, quand je m'attache à ces éléments-là, à quoi je m'attache finalement, comme disait Manu, qui dit quoi, c'est qui s'attache à quoi quand c'est ce genre de choses qui se passent. Ben, ça me donne envie d'être plus curieux quand je revois des anciens collègues et de travail ou des choses pour dire, ben tiens, est-ce que je peux mettre à jour? Parce que j'ai encore la vieille version de cette identité ou que je m'étais créé moi-même. Hein, c'est pas. Est-ce que je peux être curieux et la remettre à jour? Au moins offrir aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent. Et après ça, on verra ce qui va se passer. Je crois, Jean, que tu es la première personne à avoir attiré mon attention sur ce sujet et à dire, mais la personne que je rencontre là maintenant, c'est la personne que je rencontre là maintenant. C'est pas le souvenir que je peux avoir de cette personne d'il y a 5 ans, ou l'histoire que je me suis toujours racontée sur cette personne, c'est X, Y, Z, elle fait ABCD. Et j'ai très peur de te citer parce que peut-être que j'emploie correctement le vocabulaire, mais parfois j'ai du mal avec certaines formulations. Mais il me semble que tu parles d'être toujours au point de départ, always on starting position, je crois. Et dire oui, est-ce que je peux rencontrer quelqu'un sur la position de départ, sur le départ d'une nouvelle conversation? Alors j'ai pas envie de dire comme si je la rencontrais pour la première fois, parce que malgré tout, il y a aussi tout ce que j'amène, hein, mais il y a ce que j'amène et ce que cette personne amène dans l'instant présent. Ouais, j'ai l'impression que à quoi tu pointes, Manu, ça ressemble beaucoup à ce que je disais plus tôt. C'est et toi aussi, tu as dit ça tantôt, Christian, l'élément de risque, l'élément de risque perçu. Donc, plus j'apprends à te connaître, plus je suis surpris, plus je te fais confiance, plus on dirait que je suis en mesure de me rapprocher du point de départ, si tu veux, qui est le moins loadé que possible. Mais je sais pas si je crois encore que c'est possible de partir à zéro. Un zéro pur, tu sais. Moi, je crois que je suis convaincu que je peux pas, en tout cas. Je sais. Ouais, je peux pas. Je ne sais pas comment annuler l'influence de mes expériences passées d'une personne, autant en bien que une expérience agréable qu'une expérience désagréable, on va dire, plutôt que de dire bonne ou mauvaise, là, ou bien ou mal. Et mais quand je rentre avec cette intention de réactualiser finalement ma découverte de qui est la personne aujourd'hui,
je m'aperçois quand même que il y a une forme de curiosité qui est différente. Et ce qui est présent pour moi, c'est que c'est vrai quand je rencontre quelqu'un, mais je le sens vrai aussi dans la conversation ici, c'est-à-dire que je vous ai envoyé un mail, j'ai regardé j'ai assisté à une conférence il y a, on va dire 15 jours à peu près, 2 semaines. Je vous ai envoyé un mail il y a une semaine, grosso modo, le temps de s'organiser. Mais entre-temps, je l'ai regardé ce matin et c'est encore quelque chose de différent que j'ai compris. Et même le contexte que j'ai donné au début, c'est comment est-ce que dans la conversation, au fur et à mesure, je réactualise qui est chacun de vous par rapport à ce que vous avez dit au départ. Toi, Manu, tu disais, je suis arrivé, j'étais fatigué ce matin et ainsi de suite, mais je me sens mieux. Mais en fait, on pourrait passer notre temps à réactualiser. Et maintenant, tu te sens comment? Et maintenant, cette conversation que vous avez regardée, elle veut dire quoi? On pourrait être là et on fait certaines approximations. J'ai l'impression qu'il se passe ça en permanence, en fait. De faire des approximations pour, entre guillemets, continuer à avancer. Mais à avancer vers quoi? Je le sais pas plus, en fait. J'ai l'impression d'avancer constamment vers une idée du passé. Et puis, c'est toujours une question d'échelle de temps. C'est à quel moment est-ce que je la réactualise pour vérifier si cette idée du passé vers laquelle j'ai l'impression d'avancer, elle est toujours pertinente à considérer, en fait. Puis je pense qu'un des travaux qu'on fait dans Changer Grandir avec Manu, justement, ça parle beaucoup de cette d'individuation, là, cette espèce d'idée aussi d'être curieux sur moi aussi. Tu sais, là, on parle beaucoup de réactualiser la vision qu'on a de l'autre, mais il y a réactualiser la vision que j'ai de moi et l'étiquette d'identité que je me suis bâti. Ah oui, mais moi, je suis pas bon à écrire. Ou moi, j'aime pas ça, faire ça. Ou moi, ou moi, j'aime faire tel truc. Donc, du coup, à toutes les années, je vais en vacances à la même place. Mais est-ce que j'aime encore vraiment ça ou c'est juste une habitude ou qu'est-ce qui est là? Ça peut juste pas bouger d'être du côté désagréable, c'est pas du côté agréable, mais qu'est-ce que j'aime? Et oui, mais moi, je suis casanier. On a plein d'identités qu'on s'est créées comme ça. Et je crois qu'il y a ça aussi qui est créé. Et je reviens à se regarder voir. donc dans se regarder voir, il y a cette opportunité-là de réactualiser notre propre identité, là. Mais pour ça, si on fait juste aller et continuer à l'avoir, si on prend pas le temps de le faire, on n'est pas curieux avec nous-mêmes, on va rester dans cette identité-là. Donc c'est ce qui me vient aussi avec le se regarder voir, comment moi, je m'assure de pas être moi-même l'encre qui me garde à la même place où je suis. Là, est-ce que je peux me donner de l'espace? Tu as évoqué changer, grandir, toi ou Manu. L'un de vous peut juste en quelques mots dire de quoi il est question, parce que moi, je vous suis depuis un moment, mais les gens qui écoutent ne savent peut-être pas de quoi il est question. Donc, si vous pouvez juste donner un petit peu de contexte, continuer à partir de là. Je vais dire quelque chose, puis Christian, tu compléteras si tu le souhaites. Changer, grandir, c'est une structure informelle, c'est une bannière, c'est un pointeur qui fait qu'on peut être reconnaissable au-delà de juste Christian et Manu, sous laquelle on se dit, sous cette bannière, on se dit tiens, on va promouvoir les travaux d'une thérapeute qui s'appelle Virginia Satir, qui est décédée à la fin des années 80 au XXe siècle. Donc de promouvoir ses travaux, son approche auprès d'un public du XXIe siècle maintenant, d'une part, et francophone d'autre part, sachant qu'elle a beaucoup travaillé, enfin elle travaille dans le monde entier, mais surtout dans le milieu anglophone, et elle est relativement peu connue dans le milieu francophone. Et après, on pourrait parler davantage que c'est que cette approche, mais en vraiment 2 mots, et forcément je simplifie de manière très très crasse, mais les questions de dire tiens, est-ce que je peux revisiter depuis des yeux d'adulte qui je suis et les leçons que j'ai apprises quand j'étais enfant et bâtir une estime de moi qui dépend de mon regard sur moi-même, bien se regarder voir,
à partir d'un sens que je peux créer en tant qu'adulte sur qui je suis, d'une part, dans l'idée de, une fois que je sais ça, je peux avoir confiance dans mes intuitions, aller vers quelque chose que je sens bien, d'une part, et d'autre part, d'être davantage ouvert à moi, qui je suis, comment je change, et aux autres aussi. Tout ça dans un contexte de dire donc arriver à avoir euh, une position dans le monde, je dirais, ou une attitude dans le monde qui colle avec le contexte dans lequel je suis, plutôt qu'avec des préconceptions ou des souvenirs de comment c'était ou comment ça devrait. Voilà ce que je vais dire pour l'instant. Et un paquet de règles que j'ai apprises, que j'ai eu besoin de respecter pour survivre, qui me disaient comment je devrais être et qui je devrais être, et juste réactualiser tout ça avec avoir un truc plus cohérent et congruent aujourd'hui. Donc, garder ce qui me convient et changer ce qui me convient pas, c'est une question de choix plus que on devrait faire ça. Si on fait juste remettre un nouveau, tu devrais être comme ça c'est pas mieux, mais ce qu'on essaie, c'est de l'introspection, de se regarder, de s'observer afin de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui est adapté aujourd'hui à moi, adulte, plutôt que que j'ai gardé, que j'ai juste transféré avec le temps, parce que j'ai jamais pris le temps de remettre en cause certaines choses. Voilà. Nous, changer et grandir. Merci de la petite fenêtre publicitaire. Ce sera à la fin, si vous avez des activités, je vous demanderai à la fin si vous voulez les partager, mais non, c'est surtout de permettre de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière à ce moment-ci, ce que tu as évoqué, parce que c'est vrai que pour moi ou pour Jean, je pense que c'était assez évident, mais quelqu'un qui ne connaît pas, ça peut être toujours intéressant de clarifier. En tout cas, il y a une des choses que tu as partagé tout à l'heure, tu as parlé d'individuation, et c'est aussi quelque chose que Serge Marquis distingue justement dans son intervention entre cette individualisation et cette individuation. Et ouais, moi, c'est quelque chose qui résonne pour moi. Et quand je mettais ça dans le contexte de la décroissance plus largement, il y avait vraiment quelque chose, parce qu'il parlait aussi beaucoup du matérialisme et de la manière dont on s'identifie justement à des objets. Et comment, si je m'identifie à ma Ferrari rutilante, quand quelqu'un attaque la Ferrari, je peux me sentir personnellement attaqué. Et à côté de ça, je faisais, pour moi aussi, tu vois, il y avait ça qui tournait en toile de fond quand j'écoutais les conférences de Timothée Paric là sur son livre Ralentir ou périr, où il dit justement revenir à des communs, se désidentifier de ces choses-là, sans qu'ils rentrent dans des dynamiques justement plus liées à la psychologie dans ce qu'ils partagent. Mais j'ai l'impression que cette conférence-là de Serge Marquis était un complément vraiment intéressant, un autre volet intéressant, c'est-à-dire que moi j'ai la croyance que dans toutes les transformations qu'on fait dans les organisations ou qu'on a besoin de faire par rapport à la société dans laquelle on vit en général, si on ne travaille que sur les aspects matériels, que sur les aspects objectifs, sans travailler sur les aspects subjectifs, et donc sur nous-mêmes, sans réactualiser toutes les règles qu'on a apprises, j'ai l'impression déjà en le faisant, moi je vois à quel point, juste mon expérience, je trouve ça difficile. J'ai l'impression que si on le fait pas, ces changements sont impossibles en fait. Et je suis curieux justement, avec les travaux que vous menez et ce que vous partagez, qu'est-ce que ça évoque ou provoque pour vous, ou comment vous voyez ces éléments-là? Alors, je suis perdu, excuse-moi.
est-ce que tu peux tenter, pour bon bénéfice, de répéter la question que tu avais, soit avec les mêmes mots, soit avec d'autres mots. Je sais pas si je peux répéter, parce que je me rends compte que moi aussi je suis perdu, mais ce qui monte maintenant, c'est les liens que vous faites entre les aspects de décroissance au niveau social, économique, environnemental, et donc que j'associe à quelque chose de plus matériel, et les liens que vous faites avec une décroissance telle que l'évoquait Serge Marquis, et les travaux que vous menez autour de la réactualisation des règles et des croyances qu'on peut avoir étant plus jeune. Voilà. Je ne sais pas si ça... Oui. C'est ce qui remonte plus clairement pour moi maintenant. J'ai l'impression que dans les organisations, si tu parlais du monde du travail ou de pointer un peu vers ça, un peu plus tôt les organisations avec qui on travaille ou tout ça. Mhm. C'est des grosses machines à créer des identités ou à travailler sur les actes égoïques, c'est-à-dire qu'on récompense certains comportements, certaines choses, on se met en avant, il y a tout ça qui est là. Fait qu'il y a quelque chose à changer dans ces cultures d'entreprise si on veut aller vers quelque chose de différent. Ce que je vois qui est présent dans beaucoup de discours, c'est qu'il faut changer les leaders. Et je trémuse toujours sur ce mot leader, en fait. Et est-ce qu'on veut dire les managers, les patrons, les trucs, ou ça veut dire quoi être un leader? Est-ce que juste et quand on dit changer les leaders, c'est que j'ai l'impression qu'on a déjà identifié c'était qui les leaders. Alors que moi, j'ai l'impression que le leadership, c'est plutôt hey, s'il y a un truc qu'on veut voir, qui est-ce qui prend cette balle-là et qui fait quelque chose, puis c'est eux les leaders. Donc de pré-identifier qui sont les leaders qu'il faut changer, mon cerveau fait bloup bloup là, ou me dit encore, hey, non, on est juste en train de remettre en place la même chose qui est c'est ceux d'en haut qui doivent dire à ceux d'en bas comment se comporter. Il y a quelque chose il y a ça qui est présent pour moi que j'ai envie de changer dans cette idée-là. C'est on peut tous être leaders si le truc fait du sens pour nous, on trouve cette espèce de source, cette espèce d'énergie, puis on exemplifie ça, on devient ça, et que ça fait du sens, les gens vont nous suivre, puis du coup, ça va être nous les leaders, là, mais ça n'a pas obligé de venir d'en haut, d'en bas. Il y a ça qui est présent là, pour moi, là, que j'ai envie de répondre à ta question. Il y a un ingrédient pour moi où il me semble avoir un lien clair entre la manière dont je peux vivre simplement avec moi-même et la manière dont je peux vivre simplement dans le monde. Et en ce sens, je pense que, enfin, j'ai l'impression de rien inventer en disant ça, mais que l'écologie au sens large passe par une écologie personnelle et euh, d'une certaine manière est le reflet enfin, la manière dont je vis ma relation au monde est un reflet de la manière dont je vis ma relation à moi-même. Et en particulier, si effectivement je me vis comme mon propre adversaire, comme celui qui m'empêche d'être heureux, euh, probablement que je vais aussi vivre le monde comme mon propre adversaire et où il faut que je me batte pour avoir quelque chose qui fait que je vais arriver à sucer mon pouce et que ça va aller mieux un certain temps. Et, et dans ce sens-là, oui, je vois bien la décroissance. Ce qui l'aspect très anecdotique, j'ai l'impression, moi aujourd'hui, de vivre dans une forme de décroissance. Christian parlait du projet de rénovation d'une ferme aujourd'hui. De manière très surprenante pour moi, en fait, ça me semble vraiment pas un problème de vivre dans une pièce où il fait 18 degrés avec un gros pull. Quand je suis là-bas, curieusement, quand je suis à Paris, il y a quelque chose, mais il y a des contextes dans lesquels c'est très simple pour moi, en fait.
d'être à l'aise avec moi-même, avec le monde dans lequel je suis, où il fait froid, je m'affule, quoi. Et, et malgré tout, ce terme de décroissance, je pense qu'il peut être très insidieux. Et il me semble que Serge Marquis touche à ça dans ce qu'il dit. Je sais plus exactement la chronologie en tête, mais ça vient à peu près au même moment où un intervenant dit mais on disait il fallait être fier des résultats, mais maintenant il faut qu'on soit fier de nos démarches de décarbonation, etc. Mais malgré tout, on est encore dans une injonction à être fier, et donc on va recréer un problème. Et je pense qu'on peut aller plus loin en fait dans ce regard euh, circonspect, prudent, de dire attention. Enfin, décroissance, ça peut devenir un terme. C'est quelque chose qu'on voit dans l'approche de Virginie Satir, de Virginie Satir, et je pense que c'est un piège dans lequel moi je suis tombé à une époque où un des mots qui revient beaucoup est la notion de congruence chez elle, qui est de dire est-ce que je peux à la fois tenir compte de mes besoins, de besoins de l'autre, dans le contexte de la réalité qui nous occupe. Et ce terme congruence, en fait, il peut devenir une injonction aussi. Il faut que je sois congruent, je ne suis pas assez congruent, tu n'es pas congruent, etc. Et je pense qu'il peut y avoir une injonction à la décroissance aussi, qui, avec toute la sagesse au départ qu'il peut y avoir dedans, peut devenir en fait un terme très emprisonnant. Et là, je tire des liens avec euh, une autre personne encore, Ramdas, qui dit avant d'être personne, il faut être quelqu'un, sinon on est n'importe qui. Et bon, ça marche mieux en anglais, mais dans cette idée de ok, il y a un moment, c'est important d'enlever toutes ces couches identitaires, tout ce qui finalement m'engonce et m'empêche d'être plus en accord avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, parce que j'ai décidé que j'étais ci, ça. Donc c'est important d'enlever toutes ces couches, effectivement, mais c'est important de savoir aussi d'où on vient et qui on est avant de faire ça. Euh, c'est pas encore complètement clair pour moi pourquoi c'est important, mais je soupçonne qu'il y a une question de barrière immunitaire, peut-être, de jugement, de discernement qui est possible. À partir du moment où je sais la localité et la temporalité dans laquelle je me place pour percevoir quelque chose, c'est peut-être des mots très compliqués d'un seul coup, j'essaie de simplifier, de dire, si je me dis à un moment donné, je vois ça, mais en même temps, je suis pas sûr de ce que je vois, ou je suis pas sûr que c'est vrai, ou je suis pas sûr que c'est une bonne idée ou pas une mauvaise idée parce que je décide de nier complètement ma mémoire. Il y a peut-être quelque chose qui fait que je vais m'exposer à des situations ridiculement dangereuses pour pas, enfin peut-être pour des très belles leçons qui valent certainement un fromage, mais peut-être pas tant en fait. Peut-être que ça vaut le coup d'attendre un peu et que ça coûte qu'un demi-fromage plutôt qu'un fromage complet. Et, euh, et je sens ça en fait dans cette idée de est-ce que je peux avoir une position solide à la limite du rigide presque. Est-ce que je peux avoir une position solide dans mon rapport avec le monde qui me fait dire le monde m'envoie ce signal et je perçois ce signal avant de commencer à dire oui mais attention, il y a peut-être quelque chose de plus à regarder, d'avoir confiance qu'il y a déjà un processus de euh, réception, interprétation, création de sens avant de commencer à enlever des choses sans être complètement posé dans le monde, je dirais, complètement autodéfini, quelque chose comme ça. Il y a un peu ces questions qui me viennent quand on parle de décroissance personnelle ou de décroissance égoïque. C'est peut-être bien de savoir ce qu'on va dynamiter avant d'essayer de poser des bâtons de dynamite partout, quoi. Moi, j'apprécie beaucoup ce que tu viens de faire parce que nous, ça fait les quatre, ça fait un certain temps qu'on vit dans ce monde de psychologie développementale, si tu veux. Et à un moment donné, il y a peut-être 5-6 ans, on a commencé à utiliser le mot developmental bias. Et pour moi, c'était très difficile d'écouter Serge et de dire ah non, pas encore. Jusqu'à ce que, par exemple, toi, tout à l'heure, tu me dises oui, mais c'est vraiment bien parce que pour une fois, il rend explicite que l'ego, c'est un véhicule de manifestation qui est toujours présent. C'est ton starting position, c'est ton ego. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que mon ego est mature ou est pas mature?
Et en même temps, ça emmène tous les principes de transgression. Donc, si toi, tu es plus nuancé pour une raison ou une autre, dans un contexte, et tu commences à imposer une nuance où les gens raisonnent pas avec cette nuance-là, sans jugement, ça ne veut pas dire que finalement, celui qui est plus nuancé est plus pertinent que celui qui l'est moins. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un point de départ qui transgresse pas, si tu veux, un contexte? Et pour moi, de regarder ce qui se passe, regarder le contexte d'une lentille développementale, si tu veux, ça ajoute un autre layer de problématique, si tu veux. Et donc, euh, c'est difficile pour moi de voir un genre de value proposition qui est proposé de commencer à offrir à tout le monde de se regarder voir et de se voir regarder quand finalement la personne n'est pas rendue là. La réflexivité pour elle, elle est juste pas dans cet espace-là. Et c'est qui impose quoi à qui finalement à être si mature et si sage, si tu veux. Donc, c'est paradoxal, tu sais, c'est si je l'applique à maintenant et ce qui se passe à Gaza, si tu veux, moi, il y a une rage très, très primale dans moi. Et la prochaine étape ensuite, c'est est-ce que je peux être en paix avec cette rage-là pour pas perdre les pédales, pas perdre ma santé mentale, pour pas. Et comment est-ce que je fais pour rester en paix avec une rage, une colère, si tu veux? Et tu sais, cette réponse-là, elle est super inconnue parce qu'est-ce que ça va m'amener à faire rien finalement ou être bien à rien faire finalement? Tu sais, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à une place qui est générative? Moi, je reste hyper curieux et humble à cette question-là. Honnêtement, je sais plus quoi faire. C'est quoi que je fais? C'est quoi que je choisis de faire? Et ce choix-là, il vient de l'ego. Hein? L'ego va choisir de faire et d'être. En même temps, il y a comme une forme de jonction qui se fait où euh, tu fais être et faire en même temps. C'est une forme de flow, dans un flot d'événements que finalement, tu t'es trouvé un genre de mouvement qui semble être plus toi et authentique. Mais de trouver cet espace-là, à chaque moment, pour moi, ça reste wow, c'est mystérieux. Ce Quand mot tu dis... décroître. Vas-y. Vas-y, Christian. Je partais par ailleurs un peu, donc si tu veux répondre à ce qui se disait, je t'invite à le faire. Je prends la parole. Il y a un moment, Jean, tu dis un truc qui parle de choix et que le choix vient de l'ego. Et, et c'est des questions dont je suis de moins en moins sûr, en fait. Enfin, je suis de moins en moins sûr qu'il y ait un choix. De la manière que je suis de moins en moins sûr que la pierre choisit de tomber quand je la lâche. Euh, et, euh, et, et je pense qu'il y a une forme... Enfin, je m'interroge. J'observe. Je fais une hypothèse sur laquelle j'ai pas de certitude, bien sûr. Euh, mais qui est un processus de cooptation, je dirais. De cooptation dans le sens, il y a des événements qui se passent, et à travers un processus égoïque, je décide que c'est arrivé parce que je l'ai décidé. Parce que ça colle bien, parce que c'est moi, parce que je suis comme ci, comme ça, et donc j'ai fait ci, ça, pour telle et telle raison. Et en fait, une possibilité, peut-être, serait que je fais les choses parce que mon corps les sent bien. Ou parce que quelque chose qui échappe à mon intellect le sent bien. Euh, et qu'après coup, je suis très fort à trouver toutes les rationalisations du monde de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça colle avec toute mon image et pourquoi vous imaginez qu'il y a des incohérences, mais c'est pas vrai. En fait, c'est que vous avez juste pas compris. Tout ça, je peux l'inventer, je peux le rationaliser a posteriori, il n'y a pas de problème. Euh, mais à quel point est-ce que finalement j'ai choisi
depuis l'ego, ou à quel point un choix s'est opéré à travers moi. C'est-à-dire, je dis pas qu'il n'y a pas de discernement, qu'il n'y a pas deux chemins et que mon être s'oriente vers un chemin plutôt qu'un autre, mais que plutôt que de dire que l'ego a choisi, je me demande à quel point ce serait pas plutôt l'ego à coopter un choix qui s'est opéré hors de sa zone de contrôle. C'est excellent ce que tu viens de dire, je résonne beaucoup. Et je m'aperçois en même temps que j'avais pris pour acquis qu'on voulait tous dire la même chose quand on parlait ego. Hein? Donc, il y a tellement de définitions du terme. Et moi, mon point de départ à mon propre billet par rapport à cette expression-là qu'on dit ego, c'est ton véhicule de manifestation. Si tu veux, c'est comme tu te manifestes. Et je m'aperçois comment j'ai même assumé que tout le monde partait de cette place-là pour définir l'ego, alors que c'est juste ma définition. Merci d'avoir répété ça. C'est déjà un malentendu qu'on avait soulevé entre toi et moi dans un autre espace-temps. Merci de le rappeler, effectivement. Donc oui, du coup, je pense qu'on a dit. Christian, tu voulais proposer quelque chose tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours de J'ai encore envie de le coopter. Je pense qu'on est un peu dans la même place que la discussion qu'on vient de voir, c'est-à-dire à partir du moment où on pointe pas vers le même signifié avec notre signifiant, euh, ça peut être difficile de voir qu'est-ce qu'on veut décroître, qu'est-ce qu'on veut pas décroître. Moi, en tout cas, présentement dans ma vie, ce que j'essaie de faire, c'est d'aider les gens à apprendre à croître, mais à croître dans l'espace qu'ils peuvent prendre, dans la compréhension du monde qu'ils peuvent avoir. Fait que j'ai encore envie de cette croissance et je comprends que c'est pas cette décroissance-là qui parle, c'est pas il faudra tous revenir à l'état de plante et là, on peut être heureux parce que ce qu'on a besoin, c'est un peu de soleil puis de la pluie une fois de temps en temps. Fait que j'ai pas l'impression que c'est de ça qui parle, tu sais, là, J'ai pas compris ça non plus. et je reste avec ce mot décroissance. Fait que j'aurais la question qui me vient quand on dit est-ce qu'on veut plus de décroissance ou pas, ben j'ai envie de dire mais décroître quoi en fait et qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est plutôt ça la question qui me vient que oui, je suis pour la décroissance ou non, je suis contre. Là, ce qui me semble pas très utile. J'aime beaucoup cette idée d'arriver à voir qu'est-ce qui fait du sens pour nous plutôt que se dire plutôt d'avoir une dichotomie je suis pour ou je suis contre. Là, donc ouais. Et je sais pas. Donc du coup, c'était plus une question que j'avais. Qu'est-ce qui doit décroître? C'est la multiplicité d'identités. Je pense que c'est les actes égoïques, mais sans actes égoïques, est-ce que je peux vraiment me manifester dans le monde ou pas? Ou est-ce que j'ai aucune idée? Ben voilà, c'était mes questions qui me venaient. Il y a eu un mouvement aux États-Unis à un moment donné, il y a plusieurs années, c'était un mouvement qui s'appelait Waking Down. Mm-hmm. Et c'est une organisation qui a, je pense que c'est Samuel Bonner ou quelque chose comme ça, je me souviens pas. Mais ce qui est fascinant, c'est quand tu deviens vieux comme moi, tu commences à avoir des patterns qui se répètent. Tu sais, tu te dis, c'est-tu la même erreur qu'on a fait il y a 40 ans, si tu veux, puis est-ce qu'on va précipiter cette affaire-là encore une autre fois pour arriver à la même place? Et il y a un cynisme là-dedans que j'essaie de m'attraper à faire, que je trouve hyper dangereux. Parce que dans le fond, finalement, pas parce qu'on part du même point potentiellement d'erreur qu'on va arriver à la même place au bout de la ligne et qu'on va pas trouver quelque chose qui pourrait être très génératif. Donc, tu sais, il faut faire confiance aux gens qui prennent le même parcours que nous, mais qui vont faire une meilleure job finalement. Tu sais, donc ça aussi, ça reste. Il y a waking up et il y a waking down, puis on dirait que la tension entre ces deux-là existe dans un milieu, si tu veux, un starting position qui génère l'émergence de potentiel. Et donc, qu'est-ce qui est potentiel, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est génératif, qu'est-ce qui est dégénératif? Ça finit par être juste moi qui fais ce jugement-là.
empêcher justement l'évolution vers une générativité. Donc, il y a une forme de, pour moi, une sensibilité, un respect profond du potentiel de chaque moment. Et à partir de là, c'est, bon, mais qu'est-ce qui arrive, ça? C'est fascinant. J'aime beaucoup, je pense que c'est Zach Stein qui parle d'avoir des discussions post-naïves, post-cyniques. Ça veut dire, ah, OK, on peut ne pas être naïf puis dire, on a déjà essayé, on voit les trucs, puis on peut aussi ne pas être cynique et dire, ça a déjà essayé, ça n'a pas marché. Il y a peut-être quelque chose de nouveau et j'aime bien, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Et la question, c'est est-ce qu'on remet les mêmes ingrédients et on les remélange de la même façon ou est-ce que il y a finalement un ingrédient qui est différent et même si on les mélange de la même façon, ça va donner un Mhm. résultat différent en fait. C'est ouais, dans le monde très pratico-pratique, l'expérience qui monte, c'est l'expérience de faire un gâteau tout simplement entre la France et le Québec. En fait, on s'aperçoit que c'est pas exactement la même farine, que c'est pas exactement le lait a pas la même consistance, enfin la même. Et donc, on n'obtient pas le même. On met exactement les mêmes ingrédients dans la même quantité en suivant exactement la même recette, mais la levure est pas exactement pareille. On n'obtient pas le même gâteau. Donc, moi, c'est ça que ça a évoqué. Et donc, ouais, c'est là-dessus que c'est ça que ça a généré de façon très très concrète pour moi comme image. Il y a un autre lien, fil que je tire de ce que tu disais, Jean. Euh, et, et- et j'ai peur d'être très approximatif là aussi dans ce que je vais dire, mais euh, dans cette tradition de pensée où on revit les mêmes choses, jusqu'au moment où on arrête de les revivre pareil. Euh, et ok, il y a un moment, on va arrêter de les vivre pareil parce que petit à petit ça change, mais le petit à petit, il est, euh, il est de l'ordre de, si je me rappelle l'histoire, il est de l'ordre de ce fil de soie qui tombe de l'écharpe, que l'oiseau survole la montagne et qu'au bout d'un moment il n'y a plus de montagne, mais longtemps après, qu'il y a un fil de soie qui est frotté contre la montagne à chaque fois que l'oiseau passe. Et, euh, euh, et je voyais ça dans ce que tu disais, tiens, il y a des erreurs qui sont en train d'être faites, il y a une espèce de perpétuel recommencement, et en même temps, on peut espérer que ce coup-ci, il va se passer quelque chose de différent, et nécessairement, il se passe quelque chose de différent parce que la montagne métaphorique a été usée d'une certaine manière, elle est plus exactement pareille, même si on refait la même chose, et savoir à quel moment, effectivement, ce même chose qu'on refait sera suffisamment différent pour créer une nouvelle observation, euh, c'est pas clair. Et je vois effectivement cette tentation du cynisme et quelque chose qui ferait de l'ordre de la patience ou de la compassion, ou dire ah là là j'ai fait ce truc-là, ou il y a des gens qui ont fait ce truc-là que je soutenais et j'ai pu voir les résultats, mais les gens qui font ça ils n'ont pas encore vu les résultats. Et déjà, à l'époque où je le faisais, il y a des gens qui disaient ça marchera jamais, et j'ai pas voulu les écouter. Et maintenant, s'ils disent ça marchera jamais, on ne voudra pas m'écouter. Et il y a quelque chose derrière ça qui est étonnant, je trouve. Étonnant dans le sens qui peut à la fois apporter de l'humilité et qui peut me dire, tiens, depuis cette tâche où je suis, spécifiquement, qu'est-ce que ça m'aide à comprendre? Et, euh, et j'ai j'ai beaucoup de sympathie pour ta colère, Jean. Et quelque chose qui ressemble pour moi, c'est pas vrai, pas encore une fois, pas encore. Et euh,
Peut-être c'est ça. Peut-être que spécifiquement cet instant, j'ai envie d'avoir une forme de foi, une forme de certitude que je suis incapable de justifier, que à force de faire les mêmes bêtises, on va finir par se rendre compte que c'est pas adapté parce qu'on aura tellement changé l'environnement dans lequel on fait ces mêmes bêtises que c'est plus la bêtise qu'on ne peut pas voir. Hmm. Dans le sens où finalement, l'environnement cachait la bêtise pendant longtemps et qu'on a mis le contexte, hein, Oui, le contexte, oui. on a mis le contexte dans un tel état que finalement, maintenant, le seul truc qui reste à voir, c'est le fait qu'on fait perpétuellement la même bêtise, en fait. Qu'il y a, C'est à ça que qu'il y a tu quelque pointes. chose qui est manifestement en désaccord, qui n'est Hmm. plus en congruence, justement, qui n'a plus rien à voir avec la situation. Hmm. Mm. Ouais, le mot magique là-dedans, c'est contexte. Hein? C'est la beauté de ce mot-là, moi, m'appelle tellement. C'est si l'humilité t'amène pas à être très curieux de qu'est-ce que le contexte pourrait bien être que je prends pour acquis qui est, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est- Où en sommes-nous? Définis-nous le contexte, vraiment. Quel est le contexte ici aujourd'hui? J'ess- J'essayais de m'en extirper par ma question. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé dans ce que disait Serge Martin, qui m'a beaucoup touché hier. Alors, c'est pas, il citait quelqu'un disant ça, mais euh, il, il restituait cette perle de sagesse qui disait regardez les gens que vous aimez. Euh, euh, il faut regarder les gens qu'on aime. Et je me rends compte en fait que parler de se regarder voir, mais je me regarde, vous regardez aussi. Et, et qu'il y a j'ai envie de dire une forme d'amour, mais je plus oser, je vais dire il y a de l'amour en fait. Et je suis heureux de vous regarder. Et c'est pas évident de savoir où vous vous regardez en ce moment, mais je dis c'est pas évident dans le sens où je sais que suivant la vignette où je regarde, ça change complètement mon regard. Euh, et il y a quelque chose qui est assez étonnant dans cet outil qu'on a, qui permet de regarder les gens qu'on aime, euh, sans être vraiment. Enfin, il y a quelque chose qui est là, qui est possible et qui est pas complètement là en même temps, mais qui était très présent pour moi aujourd'hui suite à la remarque que j'avais entendue dans la bouche de Serge Marquis. Se regarder voir. À se regarder voir et se voir regarder. Ouais, s'il y a une vérité dans la projection, tu sais, parce que ça reste encore une autre théorie qu'on projette. Hein? Donc, j'ai beaucoup acheté cette affaire de projection, mais pour moi, ça reste évident que quand je tombe en amour, souvent, c'est une qualité que je projette à quelqu'un d'autre que je pense que je n'ai pas finalement. Mais si je la vois, semble-t-il que je l'ai. Elle est potentiellement pas développée au niveau où l'autre personne a su la développer, mais c'est un beau phénomène d'être capable d'admirer ou de tomber en amour ou de voir une qualité que quelqu'un manifeste. Et là, tu peux avoir de l'envie ou de la jalousie, mais avant ça, tu as une fascination, tu vois quelque chose que potentiellement est latent en toi. Et c'est difficile, ça a été difficile pour moi, ça l'est encore en partie, mais beaucoup moins, de pas tomber dans le côté d'envie ou de jalousie.
Puis si je fais une distinction entre les deux, c'est jalousie, c'est que je l'ai déjà eu, mais je l'ai perdu, si tu veux, ou je suis en processus de le perdre. Et envie, c'est que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais eu, puis j'en veux, tu sais. Et de rester entre les deux, si tu veux, et de juste être présent à cette fascination de qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu perçois, etc. Il y a quelque chose de mature dans ça pour moi que j'apprécie dans mon expérience de vie. Je dirais pas que je suis vieux parce que c'est relatif à l'univers. Là, je suis très jeune. Mais il y a quelque chose que j'apprécie d'être de plus en plus rapidement ramené à cette question-là. Mais est-ce que tu peux rester à qu'est-ce que tu admires de ce que tu perçois finalement et qu'est-ce qui t'appartient là-dedans? Parle de vieillir et Manu qui parlait d'une phrase qu'il a retenue de la conférence et moi, quand tu disais ça, je pensais que tu allais parler de la phrase il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Et finalement, tu es plutôt allé pour regarder les personnes prendre le temps de regarder les personnes qu'on aime, et ouais, c'était curieux sur ce truc de qu'est-ce qui vieillit jamais en nous. Et, euh, une des discussions qu'on a eues avec Manu suite à cette discussion-là, c'était ce sentiment d'être moi. Ben, quand j'avais 2 ans, quand j'avais 15 ans, c'est toujours là, c'est toujours le même, c'est toujours le même truc. Il y a pas de, c'est quelque chose qui vieillit pas. Je sais plus, je sais pas quoi faire avec ça, mais en tout cas, du coup, ça devient une vérité pour moi parce que c'est toujours là, c'est toujours présent, c'est toujours, fait que c'est quelque chose sur lequel je peux m'asseoir, je peux dire, je sais pas si c'est, je pense donc je suis, mais je pense à encore autre chose, ça. Mais il y a quelque chose qui est là, il y a cette qualité-là. Je sais pas si vous aviez, si vous, ça vous avait amené des réflexions, et qui ne vieillit jamais en vous. Moi, ça m'a laissé perplexe, et en même temps, ça m'a amené à discerner ce que tu as pointé, c'est-à-dire le sentiment de être moi versus la description que j'en fais. Mhm. C'est-à-dire que la description que tu te donnes de qui tu es à 15 ans, puis à 30 ans, quand tu reçois ou à 25 ans, quand pour ton patron, il te défonce parce qu'il y a une erreur, n'importe quoi, ou le moment où te- tes enfants t'annoncent que t'es grand-père, ou et à chaque fois, ça reste ce sentiment d'être toi, et en même temps, à chaque fois, la description que tu peux en donner, elle est différente. En tout cas, mon expérience à moi, elle est différente, même si je suis pas encore grand-père, mais ça fait, ouais, je trouve que c'est ça, c'est intéressant en fait, ce côté de, il y a des trucs qui sont, et des choses qui sont comme dans le fondamental à la base, puis en même temps tout ce que on rajoute par dessus, ça change en permanence, et ce que je trouve fascinant, c'est que j'arrive même à oublier des descriptions de moi-même que je me donnais à certaines époques, ou auxquelles j'ai accès rarement. J'arrive à les oublier et avoir l'impression de les redécouvrir en fait. Donc, est-ce que ça en dit de ma mémoire et qu'il faudrait que j'aille consulter? Je sais pas, mais euh, ouais, je trouve que c'est cet aspect-là est intéressant pour moi, ça ramène à ce que Manu disait au début sur qui observe quoi, qui dit, décide quoi. Ça ramène à ces éléments-là. Ce qui change pas en vieillissant, c'est l'espèce de qui se cache derrière ça, et en même temps, on n'est jamais vraiment capable de. J'ai l'impression, en tout cas moi, je suis jamais vraiment capable de déterminer ce qu'il est. Donc, est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'il n'a pas changé en vieillissant ou pas? Ça reste une question.
un truc qui était très présent dans la conférence et qui était absent un peu de notre discussion, c'est cette qualité, la qualité de présence, ou cette truc de présence que j'ai dit au début, on pourrait mettre à l'ordre du jour et en tout cas, c'est pas été un sujet et c'est assez curieux. Je vais juste me dire, tiens, c'était quand même un truc qui était très, très, très présent dans sa conf. Et nous, ici, on parle, on dit qu'est-ce que cette conf nous a inspiré, puis jamais on prononce le mot présent. Donc du coup, ça me pique ma curiosité parce que de toute façon, c'est déjà quelque chose qu'on maîtrise. C'est parce que qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui fait que c'est pas présent dans notre discours. Ça me curiosité. Voilà. Pour moi, ça devient un autre signifier, tu sais. Une autre affaire que tout le monde pense que qu'est-ce que présent est, tu sais, puis ou c'est pas finalement. Puis c'est le langage et ses limites et le signifier, le signified, comme tu disais tantôt, Christian, ça se représente continuellement. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour imposer de redéfinir chaque mot qu'on utilise, tu sais, ça finit plus. Donc, comment est-ce qu'on te présente? Ça revient au même, j'ai l'impression. Je te rejoins sur le fait qu'on n'en a pas parlé et en même temps, j'ai l'impression, nous, de l'avoir vécu. Moi, j'ai déconnecté une fois, là. Quand tu as posé la question, j'ai dit, oups, j'écoutais pas. Un peu plus tôt. Je dis, ah, merci Manu d'avoir posé. Peux-tu répéter? Mais sinon, ouais, elle était là à l'ordre du jour pour moi aussi. En tout cas, c'était une intention que j'avais amenée d'être présent. J'ai l'impression que c'était là. Si on se dirigeait tranquillement vers la fin, je suis curieux en guise de conclusion de ce que vous avez vécu. Comment vous décririez votre expérience? Est-ce qui vous a marqué? Est-ce que ça vous a apporté? Je suis aussi toujours curieux de qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas été présent que vous auriez aimé qu'il soit dans l'espace? Je vais y aller. Là où j'en suis maintenant, c'est très heureux d'avoir passé du temps avec vous. J'étais très heureux d'être avec vous non seulement c'est encore le cas, mais un peu comme après un bon repas. C'est bien, je me sens bien. Euh, repars. J'ai noté un ou deux trucs. J'ai notamment quelque chose que j'avais dit autour de ce que tu disais, Jean, tout à l'heure à propos du cynisme et des erreurs qui se répètent, etc. Une autre, c'est devenu plus clair aussi pour moi de ce que je reconnais chez l'autre et que je vois pas chez moi, et d'apporter aussi cette dimension qui a d'un côté quelque chose qui est manifeste et de l'autre quelque chose qui est potentiel, et que je vais être plus attiré par le manifeste que par le potentiel. J'ai bien aimé ce mot que tu as employé, Jean, manifeste. Je sais pas où ça va mener, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai noté dans un coin, j'ai envie de gratter ce truc.
qui m'a manqué. Je me rends compte que je suis arrivé très, très ouvert, mais au point où j'avais pas formulé vraiment d'intention de qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe pendant ce temps-là. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé, mais je me dis ouais, et en même temps, c'est vrai que je peux pas dire que j'ai été déçu ou comblé parce que je suis venu en me disant tiens, je sais pas ce qui va se passer, et il s'est passé quelque chose. Euh, je sais pas à quel point ça aurait été. Donc c'est une interrogation à ce stade pour moi de me dire tiens, c'est rigolo, ça fait un moment maintenant que quand il y a une rencontre, je commence pas par me poser cette question, qu'est-ce que j'attends de ce moment où on a décidé d'être ensemble. Et, euh, et là, je vois que je me la suis pas posée et je sais pas si c'est, voilà, je sais pas où j'en suis. J'ai pas envie de dire bien ou mal, euh, mais je m'intrigue sur qu'est-ce que ça aurait donné comme couleur différente, qu'est-ce que ça pourrait donner comme couleur différente. C'était en début d'une conversation comme celle-là, on se posait la question, tiens, mais en arrivant comme on arrive, avec qui on est, quels sont nos espoirs euh, et nos attentes pour cette conversation. Quelque chose comme ça. Note la question. Merci. Moi, je vais conclure avec ce que tu viens de dire, Manu. C'est les termes que tu utilises, je les adore. Ça me donne le goût de gratter. Et au début, avec Christian, c'est me laisser porter. Donc, est-ce que je peux me laisser porter en grattant, si tu veux? Et et il n'y a rien qui m'a manqué et je me suis posé la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait dû me manquer? Est-ce que je manque quelque chose finalement? Donc, mais merci. Moi aussi, ça a été, ça a passé très vite, très agréable. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'échange. Moi, j'avais l'intention de me reconnecter avec surtout Tremor et Jean, parce que Manu, je travaillais avec ce matin, donc j'étais bien connecté déjà, mais continuer cette connexion avec lui, avec vous deux. Donc ça m'a, c'est présent, c'est là, ça me rappelle des moments où on avait un peu plus souvent ce genre de discussion. Ça me donne, ça me ramène cette importance, puis ce truc qui est important pour moi quand que, à un moment donné, je me suis posé comme question, c'est quoi à quoi c'est quoi mon utilité sur cette planète ou qu'est-ce que dans ce monde, si, à quoi je peux être au service, puis cette phrase de créer des espaces où les gens peuvent explorer, prendre le temps de prendre un pas de recul et tout. Et j'ai l'impression que là, c'est pour moi que créer cet espace, mais je me pratique à être dans ces espaces-là et je peux voir comment ça me fait du bien et ça valide le fait que c'est peut-être une bonne idée d'en créer plus et d'en créer plus souvent. Donc, je pars avec ça. Je pars avec ce petit truc au début là où le fait que ça soit enregistré et est-ce que ça a eu un impact sur moi, même si après à un moment donné j'écoutais ce que vous disiez et je voyais plus le petit bouton recording dans le coin en haut. Euh, est-ce que j'ai vraiment est-ce que j'ai laissé moins de place au silence parce que je voulais pas parce que je savais que c'était enregistré puis je voulais pas que ça soit long. Je t'ai entendu pointer un peu vers ça un peu au début et du coup ça me rend curieux. Quelle aurait été la différence dans la discussion si au départ j'avais pas su qu'elle avait été enregistrée ou si on l'avait pas été, ça me c'est une chose qu'on saura jamais, mais c'est OK. Mais ça reste présent pour moi, cette interrogation de cette identité que je veux que je voudrais pas me revoir, me faire remettre dans la figure dans 2 ans à cause que c'est enregistré. Là, je vais repartir avec ça, moi, pour continuer à discuter.
Mais sinon, il y a rien qui m'a manqué. Voilà. J'ai dit. Pour ma part, il y a une forme de calme qui est présent. Il y avait un peu tout au long de la conversation cette fluctuation d'énergie que moi j'ai ressentie. Et en même temps, dans la conférence, je sentais, Serge Marquis avec beaucoup d'allant, le calme, la douceur, les moments de silence et de se les autoriser. Est-ce qu'ils ont été aussi longs que si, je sais pas, mais en tout cas de se les autoriser. Donc moi j'ai beaucoup apprécié l'expérience de ramener aussi cet aspect à la fin là du ce qui est manifeste et ce qui est potentiel. Je trouve que je me demande jusqu'à quel point les identités, les barrières qu'on se met et qu'on s'est fait mettre petit à petit, ou en tout cas qu'on s'est mis au travers de ce qu'on percevait des attentes de l'autre, peuvent ou limiter ou amplifier soit la manifestation, soit le potentiel. Donc voilà, je reste avec ces questions-là. Très content aussi et l'envie que cet espace, que si il y a des gens qui sont des personnes qui ont envie d'écouter ça, de partager et choses comme ça, ben on a mis quelque chose dans l'univers que ça part moi je ressens que ça part d'une forme de bienveillance et d'une forme d'envie de partager à la fois entre nous et que ce partage puisse toucher plus largement. Et voilà, si on peut, j'ai l'impression que c'est une forme de contribution peut-être. Puis on verra ce que ça donne. On n'oblige personne je vais asseoir personne sur une chaise pour l'obliger à l'écouter. Il m'a pas manqué grand chose. Il m'a rien manqué. Enfin, pas quelque chose que je suis capable de noter ou de nommer. Ouais, je vais m'arrêter là. Avant de quitter, est-ce que vous avez des dates ou des événements à partager? J'avoue que je sais pas quand est-ce que je vais diffuser, mais je sais que vous avez des récurrences, donc c'est vachement pratique dans le cas d'un podcast qu'on sait pas quand on va discuter. Donc est-ce qu'il y a des choses des événements que vous voulez partager, faire connaître? Déjà, changer-grandir.org pour avoir les dates qui sont à jour d'aujourd'hui, si tout ça existe encore, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la, et où est-ce que, faisant partie des lieux ou des espaces qu'on crée, il y a un truc qu'on appelle les escapades. On fait ça souvent les samedis matins, ça dure 3 heures. En tout cas, aujourd'hui, c'est un événement soit gratuit ou pay as you want. Comme ça permet d'acheter des croissants et des choses comme ça. Mais c'est un endroit où justement on prend le temps de faire un peu comme on l'a fait là, c'est-à-dire juste voir qu'est-ce qui se passe pour nous. Puis évidemment, on utilise un vocabulaire un peu plus satire. On est moins on est dans des trucs un peu plus personnels de ce qui se passe pour moi et d'observer chacun ses limites plutôt que l'objet soit une discussion, une conférence. Mais voilà, mais ça ressemble, en gros, c'est un cercle de parole avec beaucoup d'espace, beaucoup de place pour pouvoir parler. Ça, c'est l'événement un peu récurrent qu'on appelle une escapade avec satire. On en fait en France et on en fait au Québec. Manu, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Alors, faisant l'hypothèse que c'est suffisamment loin, en février, Christian et moi, on anime un atelier de 5 jours de suite au Centre Saint-Pierre
à Montréal Je te donne l'année. sur une 2024. En 2024. Oui, oui, parce que sinon, ça va être obligé. Et voilà, je pense qu'il y a encore des possibilités de s'inscrire et on donne une suite à cet atelier pour ceux qui ont déjà vécu ce premier atelier au mois d'avril, toujours au Centre Saint-Pierre. À J'ai Montréal. envie à Montréal en 2024. Et en fait, ce que j'avais envie d'ajouter, je me dis, tiens, donc, je suis très heureux de ce partenariat qu'on a avec le Centre Saint-Pierre et peut-être envoyer une espèce de demande à l'univers. Gilbert, si tu nous entends, Gilbert l'univers, avec Christian, on serait heureux d'avoir un partenaire en France, un centre qui s'occupe de faire du développement personnel et qui a un catalogue et qui aimerait bien avoir des gens qui ressembleraient à ce qu'on raconte, ou qui ressembleraient à nous en train de raconter ce qu'on raconte. Et voilà, je j'ai pas plus d'idées que ça, mais de me dire, tiens, si paraît que quand on dit les choses, elles finissent par arriver. Voilà. Je suis très très heureux de pouvoir établir un partenariat aussi riche que celui qu'on a pu établir avec le Centre Saint-Pierre à Montréal, mais en France ou plus proche de la France. Juste En en plus. Belgique, Voilà, Belgique, en Suisse. Sénégal, voilà. La francophonie. Merci. Je vous souhaite une belle fin ou début ou milieu de journée, dépendamment du fuseau horaire dans lequel chacun se situe. Et je vais gentiment appuyer sur le bouton Stop Recording. Nous allons être libérés. Bonne journée. Merci pour ton écoute. Si tu es encore là, c'est que tu as apprécié l'épisode. Donc, je t'invite, comme au début, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée, à le partager à tes amis, à tes proches, à toutes les personnes à qui tu penses que cela pourrait participer, apporter de la valeur, aider. Comme tu l'as vu au cours de l'épisode, l'idée, ce n'est pas d'imposer cette façon de voir les choses et cette façon de réfléchir et d'explorer ensemble un sujet, mais simplement, si tu penses que pour certaines personnes, ça peut être utile ou ça peut leur permettre à eux aussi de grandir, de se connaître et mutuellement de développer cette connaissance, je t'invite à leur faire part de cet épisode. On se retrouve prochainement et je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.